Et je voulais d'ores et déjà remercier M. Vigarello d'avoir accepté notre invitation, puisque quand on parle de baignade, parce que c'est le thème du cycle, quand on parle de baignade en Val-de-Marne, il fallait non seulement une approche historique, évidemment, on pourrait faire appel à n'importe quel historien, mais la baignade aussi, il y a une question de rêverie, de mœurs, de culture, et surtout un changement de culture très important. Et c'est pour ça que M. Vigarello, nous avons fait appel à M. Vigarello, parce que c'est quand même en France un des plus grands historiens qui travaille sur l'histoire du corps, mais surtout sur la culture, sur les mœurs, l'histoire des mœurs. Monsieur Vigarello, je vais citer juste quelques-uns de ses livres. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous êtes des lecteurs de Monsieur Vigarello. Mais il y a l'histoire du corps en 3 tomes, l'histoire de la virilité en 3 tomes aussi, les métamorphoses du gras, histoire de l'obésité du Moyen-Âge au XXe siècle, histoire du viol au XVIe et XXe siècle, passion sport, histoire d'une culture, le sain et le malsain, santé et mieux-être depuis le Moyen-Âge, le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge. Je n'ai cité que quelques-uns des titres. Voilà, alors je vous remercie beaucoup, Lia Marcondes, d'avoir eu ces mots. Je dirais au passage très vite, et ne m'en veuillez pas, parce que j'adore les collègues en question. L'histoire du corps et l'histoire de la virilité, ce sont des livres collectifs qui ont été dirigés par Jean-Jacques Courtine, Alain Corbin et moi-même. Et il y a effectivement un nombre important de collaborateurs. Les autres livres sont effectivement des livres que j'avais signés moi-même. Mais c'est un plaisir de parler devant vous, c'est un plaisir double. D'une part parce que moi je suis très sensible à cette initiative qui existe maintenant depuis longtemps, qui existe depuis le début des années 2000 et qui consiste à s'interroger sur l'eau et à effectuer des réflexions progressives, régulières, sur les diverses facettes que l'eau peut avoir. Et Dieu sait à quel point le thème de l'eau est aujourd'hui extrêmement important pour 1000 raisons que je ne développerai pas dans la mesure où vous les devinez. C'est la première raison pour laquelle je suis sensible au fait de parler devant vous. La deuxième, c'est parce que je trouve que c'est une idée très originale de se questionner sur la baignade. Pour des raisons que je vais essayer de développer. Parce que la baignade, ça n'a pas du tout été une évidence dans les périodes antérieures. Pour des raisons également que je vais essayer de dire. Alors, mon propos va se dérouler sans images, ce qui est un petit peu désolant, alors que sur le corps, on a besoin souvent d'images. Je vais essayer de suppléer cela par mes mots. Et pourquoi je n'ai pas d'images ? Parce que, en fait, certaines périodes que je vais évoquer, ce sont des périodes où il y a relativement peu de documents visuels. D'autres ont des documents visuels. Mais je vais essayer, une fois encore, de suppléer ce manque par une exigence de description. Alors, je vous donne mon plan. Mon plan, c'est autour de 4 grands points. Une fois encore, je vais essayer d'être très précis pour que l'absence de repères visuels ne vous empêche pas de suivre le propos. Alors, le premier point, c'est une tradition, je l'évoquais tout à l'heure, mais je vais le développer, où la baignade n'existe quasiment pas, ce qui est quand même surprenant. Mon deuxième point, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans des périodes qui sont quand même relativement éloignées de nous, mais qui ne sont pas non plus, qui ne renvoient pas à l'Antiquité. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe pour qu'il y ait une bascule ? Au XVIIIe siècle, il y a effectivement une bascule fondamentale qui porte sur plusieurs points que je vais développer. Quatrième point, l'invention, bien sûr. L'invention de la baignade telle qu'on pourrait l'entendre et qui concerne des régions qui sont celles-ci, la baignade sur la Seine, la baignade sur la Marne, avec une relative absence de piscine. Et puis le quatrième point, évidemment, c'est la naissance des piscines, de la natation et d'un bain qui se spécialise, qui n'est plus, comme il l'a été pendant longtemps, un bain renvoyant à des notions relativement variées, hydrothérapie, plaisir, sport, natation, etc. Vous voyez, pendant longtemps, il y a ce mélange-là. Voilà. Donc voilà mes 4 points. Alors j'en viens au premier. Et le premier, je l'ai intitulé « Les ambiguïtés d'une tradition ». Et il y a effectivement une ambiguïté. C'est laquelle ? Lorsque vous lisez certains textes, vous avez le sentiment que la baignade dans la Seine, c'est une baignade traditionnelle. Et puis lorsque vous lisez d'autres textes, absolument pas. Donc il y a quand même quelques baigneurs, si vous voulez, dont l'exemple le plus parlant, c'est celui qui est traduit par un texte magnifique de La Bruyère. Vous savez, La Bruyère, dans les caractères, il confronte la cour, la ville, certaines professions, etc. Il y a un texte magnifique de La Bruyère, dans les caractères, qui date de 1688, et qui dit la chose suivante.
en décrivant la ville. Tout le monde connaît cette longue levée du quai Saint-Bernard, qui correspond en fait au vieux chemin d'Ivry, etc., qui n'est pas très loin d'ici. Hein. Donc, cette longue levée qui borne et qui resserre le lit de la Seine du côté où elle entre à Paris avec la Marne. Ça nous concerne directement. Qu'elle vient de recevoir la Seine, qui vient de recevoir la Marne. Les hommes s'y baignent aux pieds pendant les chaleurs de la canicule. S'y baignent aux pieds, vous voyez, ça ne veut pas forcément dire qu'ils nagent. Hein. Bon. On les voit, on les voit de fort près se jeter dans l'eau, on les voit en sortir, c'est un amusement. Quand cette saison n'est pas venue, les femmes de la ville ne s'y promènent pas encore, et quand elle est passée, elles ne s'y promènent plus. Donc il y a deux choses, à la fois des gens qui sont dans l'eau et des gens qui les regardent. Des hommes qui sont dans l'eau et des femmes qui les regardent. Et les hommes qui sont dans l'eau, ils s'y jettent, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils piquent une tête. Ils se promènent peut-être en train de marcher dans une eau qui leur arrive jusqu'au-dessous ou au-dessus du genou. Bon. Donc, ce n'est pas très clair. Néanmoins, il y a quelques indices qui montrent qu'il y a de la nage, mais peu. En particulier dans ce livre assez magnifique, L'histoire de Paris de Don Félibien, qui date du tout début du XVIIIe, 1704. Histoire de Paris. Et il y a des gravures extraordinaires. Alors, je regrette de ne pas vous les montrer. Si vous regardez bien avec une loupe, vous voyez effectivement qu'il y a un ou deux nageurs comme ça en bordure. Et les quais ne sont pas du tout semblables à ceux d'aujourd'hui. Ils sont en déshérence avec de l'herbe, de la pierre, etc. Mais on voit comme ça un ou deux nageurs. Bon. Et la troisième remarque que je veux faire concernant cette présence, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi des indications montrant que des hommes viennent, alors j'emploie le mot d'aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'hier, viennent harceler les lavandières qui se trouvent donc en bordure de la rivière ou du fleuve, viennent les harceler. Donc apparemment, ils sont quand même dans l'eau, vous voyez, et ils viennent plus ou moins les perturber, je ne dirais pas les agresser, contentons-nous du mot harceler. Donc il y a effectivement une présence. Mais une fois qu'on a dit ça, deuxième partie de ma première partie, cette présence, elle est quand même faite d'une donnée rare, pour ne pas dire rarissime. Et cela, vous le voyez de plusieurs façons. Alors, par exemple, tout le monde connaît le livre de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, il se retrouve, donc c'est 1722, il se retrouve isolé sur une île, il a tout le temps pour lui, il organise sa maison, tout ça vous connaissez bien, je ne rentre pas dans le détail. Robinson Crusoe, il ne se baigne jamais. Jamais il ne rentre dans l'eau. Parce que, alors c'est là que, vous voyez, dans cette deuxième partie de ma première partie, c'est là que l'on voit qu'il faut se poser des questions. Pourquoi il n'entre pas dans l'eau? En fait, elle fait peur. L'eau, ce n'est pas quelque chose de sûr, vous voyez. Il y a une menace, la mer encore plus, la mer qui est infinie, avec les tempêtes, avec les vagues qui viennent submerger les passants, la rivière avec ses tourbillons, il y a tout un ensemble de récits sur les gens qui se sont noyés, il y a le côté perturbé, immaîtrisé, etc. Et à la limite, les seuls, alors c'est très important cela, les seules références que l'on a sur les baignades pour la mer, on dit, ça peut soigner la rage. Alors, les gens enragés, ils sont précipités dans l'eau. Voilà, c'est tout. Donc ça, on l'a complètement oublié. Vous voyez, on s'imagine que la baignade, c'est rien, ça ne saurait exister. Pas du tout, pas du tout. La baignade, à mon sens, je peux me tromper, mais à mon sens, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une conquête. C'est quelque chose d'une assurance, c'est une sorte d'affirmation de soi par rapport à un milieu qui est indiscutablement un milieu hostile. C'est-à-dire que les gens, ils sont marins, mais ils ne savent pas nager. Vous voyez, donc, s'il y a un naufrage, c'est l'épouvante absolue. Et cela, on le voit dans plusieurs indices. Je pense en particulier à ce texte anglais que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle Treasury of Sports, 1844, vous voyez, mais milieu presque du 19e. Eh bien, il dit, ouais, voilà, la nage, depuis longtemps, a été fortement négligée dans notre pays, etc. C'est pas une pratique. Bon. Or, il se passe, deuxième partie de mon propos,